À titre de test, vous voyez toujours ma diapositive? Oui. Alors, bonjour à vous. On va simplement commencer dans quelques minutes. On attend que tout le monde rentre dans ce webinaire. Merci. Donc, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bon, les personnes rentrent encore un petit peu, mais le temps que j'introduis finalement le sujet, je pense que la plupart des personnes seront rentrées. Donc, encore une fois, c'est vraiment un réel plaisir de voir à quel point vous êtes nombreux ce matin à nous écouter. C'est dire à quel point le sujet, finalement, l'ingérence est d'intérêt pour vous. C'est un phénomène qui existe malheureusement dans certaines municipalités. Cette problématique est bien connue de la Commission et c'est de cela qu'on va parler ce matin. Alors, avant de laisser la parole à Maître Rivard, enquêtrice, avocate, à la direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale, à la commission municipale, qui sera accompagnée de sa consoeur, Maître Caroline Roberge, également enquêtrice et avocate à la DEPIM. Je vous donne quelques indications pour ce webinaire pour qu'il se passe le mieux possible. Alors, lors de cette séance web, vous pouvez poser vos questions si vous en avez. Utilisez, s'il vous plaît, uniquement la section questions et réponses pour éviter d'aller à deux endroits. Ça profitera d'ailleurs à tout le monde. On essaiera de répondre à ces questions ou pendant le webinaire ou en toute fin. Les conférencières, naturellement, y répondront. Peut-être éviter
de poser des questions sur des cas particuliers. Vous comprenez qu'on ne peut pas donner d'avis juridique en la matière. Et enfin, une dernière chose, lors de ce webinaire, il y aura des mises en situation concrètes, on vous posera des questions interactives. Prenez part au jeu, hein, ça rendra le webinaire d'autant plus intéressant. Voilà. Moi, je pense que de mon côté, tout est dit. Je laisse la parole à Maître Rivard dans un premier temps. Bon webinaire. Bonjour. Alors, bienvenue à notre webinaire quand l'ingérence devient un acte répréhensible. Alors, Caroline Roberge et moi-même sommes toutes les deux avocates et enquêtrices au sein de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale à la Commission municipale. Alors, on va l'appeler pour les fins de la discussion la DEPIM, qui est depuis le 1er avril 2022 le pôle d'enquête unique dans le domaine municipal lorsqu'il est question, par exemple, d'actes répréhensibles ou encore de manquements éthiques et déontologiques. On va aborder aujourd'hui la question de l'ingérence dans le domaine municipal, mais sous l'angle précis de l'acte répréhensible, qui est un sujet qui revient fréquemment dans le cadre de nos interventions. Alors, on souhaite aujourd'hui démystifier avec vous l'ingérence de la part d'un élu. Est-ce que l'ingérence est susceptible de constituer un acte répréhensible? Également, qu'est-ce qu'on fait dans un contexte de situation d'ingérence? Est-ce qu'on doit la dénoncer? Auprès de qui? Quelles sont les suites d'une dénonciation? Alors, en termes de thèmes que nous allons aborder aujourd'hui pour mieux cerner la notion d'ingérence et d'acte répréhensible, on vous présente notre plan. On va prendre le temps de vous présenter la commission municipale et plus particulièrement pour les fins de notre discussion aujourd'hui, la DEPIM. On va parler évidemment de qu'est-ce que c'est un acte répréhensible, ce qui va nous mener à regarder ensemble la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, qu'on va appeler pour les fins de la discussion la LF-DAROP. On va définir qu'est-ce qu'est l'acte répréhensible, on va regarder versus la notion d'ingérence, est-ce qu'on peut être devant une situation d'acte répréhensible? Par la suite, on va regarder plus précisément avec Caroline qu'est-ce que c'est exactement l'ingérence. Et on va ensuite regarder tout ce qui est la divulgation et la suite d'une divulgation d'un acte répréhensible auprès de la CMQ. Et en terminant, rôle un petit peu plus particulier du directeur général, de la directrice générale dans une situation d'ingérence. Et on termine par des mises en situation où on va tenter d'aiguiser nos réflexes en la matière. Et qui seront évidemment interactives, comme Isabelle vous l'a mentionné d'entrée de jeu. Il est important de rappeler aussi qu'au-delà de la question de l'acte répréhensible, l'ingérence est aussi une conduite qui pourrait être sanctionnée par la division juridictionnelle de la commission municipale lorsqu'elle se rattache à des obligations qui sont prévues dans le Code d'éthique et de déontologie qui est applicable à un élu. Donc, on va quand même prendre le soin d'aborder plus brièvement cette question-là de l'ingérence sanctionnable au sens du Code d'éthique et déontologie des élus. Ce sera plus bref, mais on va quand même prendre soin d'aborder cette question-là pour que les choses soient plus claires de ce côté. Alors, dans un premier temps, comme je vous le mentionnais, on vous présente la Commission municipale du Québec, qui est un organisme d'État indépendant créé par la loi sur la Commission municipale et qui est le seul organisme voué exclusivement au domaine municipal, contribuant à améliorer la gouvernance, la gestion et la confiance des citoyens en leurs institutions. Alors, au fil des ans, la commission municipale s'est vue attribuer des compétences, de plus en plus de nouvelles compétences, et plus récemment, suivant le projet de loi 49, le législateur a souhaité améliorer les capacités d'intervention de la CMQ en lui donnant un rôle et des responsabilités accrues. Et entre autres, et ça va être un peu plus l'objet de notre discussion aujourd'hui, des responsabilités et des nouveaux moyens pour mener des enquêtes plus complètes et efficaces. Et c'est ainsi que depuis le 1er avril 2022, elle est chargée, la CMQ, d'appliquer la LF-DAROP auprès des municipalités. Mais bon, évidemment, vous le voyez là, dans le cercle qui vous est présenté dans la présentation. On va parler aujourd'hui beaucoup du rôle d'enquêteur de la commission municipale, mais il faut aussi savoir que la commission municipale, c'est également un tribunal administratif, un arbitre, un vérificateur, un administrateur, un conseiller et un médiateur, bien qu'on va se concentrer davantage aujourd'hui sur un rôle particulier.
Maintenant, quand on parle des enquêtes, eh bien, on parle de la DEPIM, qui est depuis le 1er avril 2022 un pôle unique d'enquête dans le domaine municipal, qui est l'équipe, en fait, qui est appelée à procéder aux enquêtes. Lorsqu'il est question, par exemple, d'actes répréhensibles ou de manquements éthiques et déontologiques. Donc, avant, le rôle était confié à ce qu'on appelait le commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes qui relevait du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à l'époque. Donc, pour l'année 2023, on projette de traiter 1500 divulgations au sein de notre grande équipe qui est composée essentiellement d'avocats et d'enquêteurs appelés à procéder évidemment à des vérifications à la suite de divulgations en matière, entre autres, d'actes répréhensibles. Alors, quand on parle d'actes répréhensibles, on parle de la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles envers les organismes publics. Alors, comme le nom de la loi le dit si bien et comme le prévoit l'article 1 de la loi, elle a pour objet de faciliter la divulgation dans l'intérêt public des actes répréhensibles commis ou sur le point d'être commis envers un organisme public. Et la loi établit aussi un régime général de protection contre les représailles. On va le voir de façon un petit peu plus spécifique plus loin, ce que ça veut dire un régime de protection contre les représailles. Mais bref, l'objectif de la loi, c'est de viser à mettre les municipalités à l'abri des actes répréhensibles qui pourraient émaner des différents acteurs qui gravitent autour d'elles. Puis on entend ici, par exemple, les employés, les élus, mais ça peut même impliquer les fournisseurs. Donc, en plus de faire des enquêtes en la matière, la CMQ peut aussi faire rapport de ses conclusions au terme de ses vérifications et par la suite émettre des recommandations à savoir si un acte répréhensible a été fait à l'égard d'une municipalité. Maintenant, qu'est-ce que c'est exactement un acte répréhensible? Oups, attendez une petite minute, je pense que je suis allée trop vite. Alors, l'acte répréhensible, il est défini à l'article 4 de la LF-DAROP et ce qu'on nous dit, c'est qu'au sens de la loi, est considéré comme un acte répréhensible tout acte qui constitue, selon le cas. Donc, on peut avoir une contravention à une loi ou un règlement applicable au Québec, un manquement grave aux normes d'éthique et de déontologie, un usage abusif des fonds ou des biens d'une municipalité, un cas grave de mauvaise gestion au sein d'une municipalité, un acte ou une omission qui porte risque ou qui risque de porter gravement atteinte à la santé et la sécurité d'une personne ou à l'environnement, et le fait d'ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible mentionné ci-dessus. Donc, c'est ce que prévoit l'article 4 par rapport à la définition d'un acte répréhensible. Maintenant, quand il est question d'ingérence, parce que l'ingérence, puis on va le regarder de façon plus spécifique sous peu, c'est quand un élu s'immisce dans les affaires qui ne relèvent pas de ses responsabilités, essentiellement. Puis là, on va regarder la définition davantage plus loin. Mais quand on parle d'actes répréhensibles, est-ce que le fait pour un élu de s'immiscer, par exemple, dans les affaires du directeur général rencontre la définition qu'on vient de voir d'un acte répréhensible? Ou encore un élu qui questionne directement un employé sur un dossier ou qui surveille le travail d'un employé, est-ce qu'il est dans une situation qui est visée à l'article 4 de la LF-DAROP? Donc, la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que cet élu-là fait une contravention à une loi ou à un règlement applicable au Québec? Est-ce qu'il manque gravement aux normes d'éthique et de déontologie? Est-ce qu'il fait un usage abusif des fonds ou des biens d'une municipalité? Bref, vous avez compris le principe, mais on doit quand même se demander si le comportement d'ingérence se rattache à la définition qui est prévue à l'article 4. Évidemment, on vous le mentionne tout de suite, on est d'avis que l'élu qui s'ingère dans une municipalité contrevient à une loi du Québec, c'est-à-dire qu'il contrevient assurément au code municipal ou à la loi sur les cités et villes qui, comme on le sait, enchâsse les rôles et responsabilités respectifs des élus et des fonctionnaires. Et ça, on va le regarder un petit peu plus spécifiquement tantôt avec Caroline. L'ingérence peut aussi s'inscrire dans un cas grave de mauvaise gestion ou encore d'abus d'autorité. Mais au surplus,
pour qu'on soit dans un contexte d'acte répréhensible en matière d'ingérence à l'égard de la municipalité, parce que l'acte répréhensible est à l'égard de la municipalité, l'acte doit entraîner pour la municipalité des conséquences sérieuses ou un préjudice réel. Donc, pour le moment, les situations où, par exemple, l'ingérence a généré une désorganisation de la municipalité, un dysfonctionnement sérieux ou encore même comme on a vu parfois, l'impossibilité pour la direction générale d'exercer son rôle de rempart, sont au chapitre des dossiers pour lesquels la CMQ a conclu à l'existence d'un acte répréhensible en lien avec des situations d'ingérence. On va les regarder d'ailleurs de façon plus spécifique tantôt, ces situations-là. Donc, c'est important de comprendre que toute contravention à la loi n'est pas nécessairement un acte répréhensible quand on parle d'ingérence, et qu'il doit y avoir une évaluation cas par cas qui se fait. Donc, il est primordial de maîtriser la notion d'ingérence, ce à quoi vont servir les prochaines notions qu'on va vous présenter, et aussi par la suite de se demander est-ce que l'ingérence, la situation en cause engendre un préjudice pour la municipalité, ce qui est une forme d'évaluation en deux temps de la situation et qui demande une réflexion, de se prononcer et de réfléchir à la situation de façon plus spécifique. Maintenant, quand on parle, tantôt je vous disais, on va quand même parler de la question des manquements à l'éthique et à la déontologie municipale. Donc, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, il est possible que l'ingérence puisse être sanctionnable par la division juridictionnelle de la commission municipale lorsqu'elle est prévue dans le Code d'éthique et de déontologie. On observe que même si ce n'est pas un contenu minimal obligatoire qui soit prévu par la loi, de plus en plus de municipalités ont prévu des interdictions claires pour les élus de s'ingérer dans les affaires de la municipalité. Donc, dans pareille situation, évidemment, un manquement à cette règle-là pourrait occasionner une citation devant la division juridictionnelle de la commission municipale. Et on voit également en matière de dispositions qui sont du contenu obligatoire dans les codes d'éthique et de déontologie, des règles qui pourraient s'appliquer quand on est en matière d'ingérence et qui se rapportent essentiellement à la question de tenter de favoriser une personne ou de favoriser ses intérêts personnels, donc par le biais d'intervention, par exemple, auprès d'employés ou encore utiliser des ressources de la municipalité, qui sont des dispositions contenues à l'ensemble des codes d'éthique et de déontologie et qui pourraient cohabiter avec une situation d'ingérence. Cela étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Je vous laisse au bon soin de ma collègue Caroline qui va vous parler de l'ingérence de façon plus précise en matière municipale. Merci Kim. Bonjour à tous. Donc, notion d'ingérence et principes sous-jacents. Matrivard l'a dit tout à l'heure, l'ingérence en matière municipale survient lorsqu'une élue ou un élu s'immisce dans les affaires qui ne relèvent pas de ses rôles et responsabilités. De manière résumée, c'est lorsque un élu ne se mêle pas lorsqu'on ne se mêle pas de nos affaires. La notion d'ingérence, donc, réfère aux rôles et responsabilités respectifs des élus, mais également des fonctionnaires municipaux. Et nous allons en faire un bref survol pour bien comprendre là, les grandes lignes là, et les principes là, sous-jacents à l'ingérence. Donc, pour commencer, les rôles et responsabilités des membres du Conseil, ne cherchez pas dans la loi une disposition sur les rôles et responsabilités des conseillers et des conseillères. Il n'y a pas de disposition législative précise et regroupée. Il faut plutôt s'inférer. En fait, leur rôle, ça va faire plutôt des dispositions qui encadrent le fonctionnement des municipalités. Donc, les municipalités, ce n'est pas une surprise, les municipalités sont administrées par un conseil qui s'exprime par des résolutions adoptées par ses membres lors d'une séance publique. Ce que ça veut dire, c'est que les décisions des municipalités se prennent par le conseil. Les décisions ne se prennent pas par le maire, par la mairesse ou par un conseiller ou une conseillère seule. Ce sont des décisions qui se prennent par le conseil, les membres du conseil en collégialité. Et autre chose importante, les décisions se prennent en séance du conseil et non en caucus. Et ce pouvoir-là, ce rôle-là des membres du conseil est un pouvoir
le pouvoir, un des pouvoirs les plus importants pour une municipalité, parce que ce sont les membres en collégialité qui adoptent les orientations, les politiques, les règlements de la municipalité. Ce sont également les membres du conseil, toujours en collégialité, ou le conseil, finalement, qui lie contractuellement ou financièrement la municipalité, ou encore qui peut décider de déléguer ses pouvoirs à des fonctionnaires lorsque la loi le prévoit. C'est le conseil qui embauche, suspend, congédie les employés de la municipalité et également qui désigne les fonctionnaires autorisés à délivrer les permis et les autorisations. Donc, on comprend que c'est un rôle excessivement important du conseil. Ceci dit, en dehors de ces pouvoirs collégiaux qui sont exercés lors des séances du conseil, c'est bien important de comprendre que les conseillères et conseillers n'ont individuellement aucun pouvoir. Les conseillers individuellement ne peuvent pas représenter ni lier la municipalité, à moins d'avoir une autorisation préalable pour poser un acte précis qui serait prévu dans une résolution. Donc, par exemple, acte de vente ou quelconque acte par résolution, qui est pris par résolution et dans lequel il est prévu qu'un conseiller X pourra signer un document Y. Donc, dans ce cas-là précis, il peut y avoir la possibilité là, de lier la municipalité lorsque c'est prévu dans une résolution précise. Mais ça ne peut pas être une délégation. Le conseil ne peut pas déléguer de manière générale ses responsabilités à un seul membre du conseil. Et on voit souvent aussi, il est courant là, que les conseillers, les conseillères se voient attribuer des comités, des responsabilités. Et là, c'est bien important encore ici de comprendre que lorsqu'ils interviennent dans le cadre de ces comités, ce sont des comités qui demeurent consultatifs et les conseillers ne peuvent pas prendre, conseillers et conseillères ne peuvent pas prendre de décision lorsqu'ils siègent sur ces comités ou en fonction de leurs responsabilités. Ils ne doivent pas non plus dicter la façon de faire aux employés. Et par exemple, le comité sur les travaux publics peut être question d'un certain nombre de choses, mais évidemment, ce ne sera pas à cet endroit-là que va être décidé qu'un conseiller peut prendre une décision pour engager la municipalité et le conseiller, la conseillère qui siège sur ce comité ne pourra pas non plus dicter la façon de faire aux employés. En fait, de manière générale, rappelons également que tous les comités qui sont créés là, par le conseil, ce sont toujours des comités consultatifs et leur rôle est de fournir des recommandations au conseil à qui il revient toujours de prendre des décisions. Et simplement aussi également un mot pour dire que les conseillers, les conseillères n'ont évidemment pas le pouvoir de dépenser au nom de la municipalité. Maintenant, contrairement aux conseillères et aux conseillers, les maires et mairesses, en fait, les lois prévoient là, des rôles et responsabilités additionnelles ou précises pour les mairesses et les maires. Premier rôle, celui de présider les séances du conseil, de maintenir l'ordre et le décorum et décider là, des questions d'ordre en séance publique. Ce n'est pas un rôle là, qui pose problème en matière d'ingérence. Le second pouvoir ou rôle, là, le pouvoir de surveillance, d'investigation et de contrôle, ça c'est un rôle là, qui peut parfois là, amener là, certaines difficultés là, dans l'administration de la municipalité. Et je vais juste prendre la peine de lire les dispositions du Code et de la loi sur les cités et villes, qui définissent bien ce rôle. Donc, en matière, pour ce qui est des municipalités régies par le Code municipal, ce que l'article 142 vient dire, c'est que le chef du conseil exerce le droit de surveillance, d'investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité, voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi, veille à l'accomplissement fidèle et impartial des règlements et des résolutions et communique au conseil les informations et les recommandations qu'il croit convenables dans l'intérêt de la municipalité ou des habitants de son territoire. Donc, exerce le droit de surveillance, d'investigation et de contrôle. En matière en vertu de la loi sur les cités et villes, l'article 52, on va un petit peu plus loin. Donc, le maire exerce le droit de surveillance, d'investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires ou employés de la municipalité, à l'exception du vérificateur général. Il voit spécialement à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi. Et le petit bout qui est un peu plus particulier, et
à ce que les dispositions de la loi, les règlements et les ordonnances du Conseil soient fidèlement et impartialement mis à exécution. Donc, il y a un pouvoir encore de contrôle et de surveillance plus large de veiller à ce que même les dispositions de la loi soient respectées. Donc, il faut bien comprendre que c'est un pouvoir de surveiller les affaires, l'administration de la municipalité, mais ce n'est pas un pouvoir de surveiller, ce n'est pas un pouvoir dans le fond, d'ingérence. Donc, c'est vraiment, on peut surveiller, on peut poser des questions, même c'est même, il faut le faire, c'est important, mais ce n'est pas un pouvoir là, de s'ingérer et d'aller, pour le maire et la mairesse, d'aller elle-même, lui-même, aller effectuer les tâches de l'administration. Maintenant, autre pouvoir, le pouvoir de suspendre des employés sans traitement. Rappelons qu'en vertu du Code municipal, ce pouvoir doit être délégué par règlement, alors qu'en vertu de la loi sur les cités et villes, c'est un pouvoir d'office du maire et de la mairesse. C'est pas un pouvoir, ce pouvoir doit être appliqué, exercé de manière équitable et il faut avoir des motifs sérieux là, pour pouvoir suspendre un employé. Il ne peut pas s'agir d'un moyen pour régler un conflit personnel. Et c'est un pouvoir qui est temporaire puisque c'est jusqu'à ce que finalement la décision de suspendre ou de congédier un employé sera prise par le Conseil. Et dernier pouvoir ou rôle sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est celui de dépenser et de contracter en cas de force majeure. C'est bien important. Il faut qu'il s'agisse d'une véritable force majeure, donc l'événement pour lequel le maire ou la mairesse sera appelé à autoriser une dépense ou à autoriser un contrat doit respecter la notion, la définition de force majeure qui est un événement qui est imprévisible, irrésistible et insurmontable. Donc, une pénurie de main-d'œuvre, l'insuffisance de fonds, une grosse tempête de neige en hiver, ce ne sont pas des situations de force majeure. Maintenant, les rôles et responsabilités de la directrice et du directeur général. Le directeur général, c'est le fonctionnaire principal, c'est lui qui administre la municipalité sous l'autorité du conseil. Donc, ce n'est pas sous l'autorité du maire ou de la mairesse, c'est sous l'autorité du conseil. L'ADG ont l'autorité sur les autres fonctionnaires, sauf sur le vérificateur général. Il existe également un pouvoir de suspendre un employé. Encore une fois, lorsqu'on est en matière de code municipal, il faut que ça soit prévu dans un règlement. Alors, lorsqu'on est en matière, lorsque c'est une ville qui est régie par la loi sur les cités et villes, c'est un pouvoir d'office. Et le directeur général doit également assurer les communications entre le conseil et les employés. Puis finalement, autre rôle, celui de transmettre à la CMQ les renseignements portés à son attention susceptibles de démontrer qu'un acte répréhensible au sens de la LFDAROP a été commis. On va en parler plus tard là, de ce rôle-là. Je voudrais juste revenir là, sur vraiment là, le rôle du directeur général qui est comme gestionnaire des ressources humaines. Les fonctionnaires œuvrent sous les ordres du directeur général envers lequel ils ont un devoir de loyauté. Et Maître Rivard l'a dit tout à l'heure, l'a mentionné rapidement, là, mais un des rôles fondamentaux du directeur général, de la directrice générale, c'est d'être le rempart entre le politique et l'administration. Et c'est vraiment, on le voit dans nos enquêtes, lorsque ce rôle-là est bien compris et bien assimilé par l'ADG et par les membres du conseil, il y en a pas d'ingérence. Donc, vraiment, c'est important là, que le DG, la DG soit l'intermédiaire entre le conseil et les employés et qu'il défende ses employés ou qu'elle défende ses employés face aux ingérences des élus. Et c'est lorsque l'ADG abdique ce rôle-là que lorsqu'il y a une faille dans le rempart, que là, les employés peuvent être soumis à l'ingérence politique et avec la pression que ça peut créer. Et c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir là, certaines difficultés. Donc, vraiment important, le rôle du DG, de l'ADG, de bien rester l'intermédiaire, le rempart entre le politique et l'administration. Maintenant, juste un mot, non, ça je l'ai dit déjà. C'est bon.
Les fonctionnaires. Évidemment, je ne vais pas décrire tous les rôles et responsabilités des fonctionnaires municipaux. Il y en a beaucoup trop, mais pour les fins de la présente, simplement avoir en tête que essentiellement, ce sont les fonctionnaires de la municipalité qui exécutent les décisions du conseil municipal. Donc, pour reprendre les propos là, de la Cour supérieure, il appartient aux fonctionnaires de la municipalité d'être le bras séculier pour mettre en œuvre les décisions municipales adoptées par résolution ou règlement. Ni la mairesse seule, ni le maire seul, ni le conseil ne peut agir à la place des fonctionnaires et officiers. Ce sont les fonctionnaires qui exécutent les décisions prises par le conseil. Donc, on aura bien compris les grands principes sous-jacents de la notion d'ingérence. Maintenant, quelles sont les situations d'ingérence qui peuvent poser problème? On l'a dit tout à l'heure, lorsque une situation équivaut à un manquement ou à une contravention au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, ou encore lorsque l'ingérence constitue un acte répréhensible en vertu de la LF-DAROP. En matière, un mot en matière d'éthique et de déontologie, donc on n'a pas encore, il n'y a pas eu encore de décision de la division juridictionnelle de la CMQ sur une disposition visant précisément l'ingérence d'un code d'éthique et de déontologie. Par contre, la CMQDJ a sanctionné des élus pour des situations d'ingérence mais qui avaient été prises, en fait, des situations d'ingérence, mais qui constituaient également là, des manquements au code d'éthique. Première situation sur laquelle que je voulais vous mentionner, là, le premier dossier Fontaine, c'était une question d'ingérence dans le traitement des constats d'infraction l'élu a été sanctionné pour avoir favorisé les intérêts d'un tiers. En fait, l'histoire de cette décision, c'est que l'élu était intervenu auprès du service de police pour aider une citoyenne à contester un constat d'infraction. Le constat avait été émis et la mairesse cherchait à ce qu'il soit retiré. Et la CMQDJ a statué que ça constituait de l'ingérence politique interdite et a sanctionné l'élu une suspension de 45 jours. Et je vais me permettre de lire un court extrait, mais qui m'apparaît vraiment pertinent pour bien cerner ce que constitue l'ingérence sanctionnable. Donc, un élu peut se faire le porte-voix des doléances de ses citoyens, car tel est son rôle avec ses grandeurs et misères. Il peut les aider quand ils vivent une problématique dont la solution relève de ses attributions d'élu municipal. La ligne n'est pas toujours facile à tirer pour déterminer si les interventions sont hors de la sphère de compétence d'un élu. Toutefois, des situations sont clairement au-delà de cette limite et c'est nettement le cas ici. C'est une chose acceptable pour une mairesse d'aider une citoyenne se plaignant d'une contravention qu'elle dit injustifiée, de lui recommander de la contester et ce, même si elle doit témoigner le cas échéant comme témoin de fait pour dire ce qu'elle a vu sur place. Les tribunaux sont là pour trancher. Mais décider d'intervenir auprès du chef de police pour tenter de faire annuler ce constat tombe dans l'interdit. Donc, première décision, c'est une question d'ingérence, clairement d'ingérence, mais qui a été sanctionnée pour avoir favorisé les intérêts d'un tiers. Deuxième cas d'espèce, l'ingérence dans le traitement des permis d'urbanisme. Dans cette décision, Madame Demers avait tenté d'influencer la décision du fonctionnaire responsable d'émettre les permis. Elle avait insisté à plusieurs reprises, là, trois ou quatre reprises, là, auprès là, de l'employé pour qu'il délivre le permis à un citoyen alors que la demande de permis n'était pas complète. L'élu a été suspendu 30 jours. Maintenant, un autre cas, et là, c'est de l'ingérence, je pense, l'ingérence, un cas d'ingérence pure, là, le dossier de Belzile. S'agissait vraiment d'une situation d'ingérence dans les tâches des fonctionnaires. C'était le maire qui patrouillait et inspectait les chemins et les infrastructures. C'est lui-même qui opérait la machinerie et donnait des directives aux employés. Et la CMQDJ a conclu que de patrouiller, d'inspecter, ça n'entrait pas dans l'exercice du pouvoir de surveillance et d'investigation du maire. Donc, c'est un travail de routine qui doit être exécuté par un employé de la municipalité ou par un entrepreneur, mais certainement pas par le maire. Le maire peut
comme on l'a vu tout à l'heure, surveiller l'exécution du travail, mais il ne peut pas se substituer à ceux-ci dans l'exécution du travail. Donc, on comprend qu'un élu ne peut pas conduire ou opérer de la machinerie. Et ça, là, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, là, même s'il y a un manque de personnel, ce n'est pas une situation de force majeure. On ne peut pas non plus donner des ordres ou des directives aux employés sur les tâches et la façon d'exécuter les travaux. Cela appartient à la direction générale. Et juste mentionner que dans cette décision-là, il y a également été question là, de l'utilisation de la carte de crédit et l'élu a également été sanctionné pour ça, mais on en parlera plus tard là, de l'utilisation de la carte de crédit. Et une dernière situation, dernier dossier, le dossier Lafond, l'ingérence dans la gestion des ressources humaines. En fait, l'élu a été sanctionné pour avoir transmis un courriel au greffier visant à lui rappeler ses devoirs. Et là, cette ingérence-là a été analysée comme un manque de respect. Et la CMQDJ a conclu qu'un conseiller n'a pas l'autorité pour faire un rappel de ses devoirs à un employé. Cette prérogative appartient au supérieur immédiat. La CMQDJ a alors conclu là, que l'élu avait manqué de respect envers le greffier. Voilà pour ma part. Donc, maintenant qu'on a parlé des situations d'ingérence qui sont sanctionnables au sens des codes d'éthique et de déontologie des élus, on va parler maintenant des situations d'ingérence en matière d'actes répréhensibles pour vous donner des exemples un petit peu plus concrets. Alors, retenons que les 7 des 29 rapports publiés par la CMQ depuis mai 2022 portent justement sur des situations d'ingérence en matière d'actes répréhensibles. Alors, dans un premier temps, par ailleurs, notons que tous ces rapports-là, sur lesquels on va faire un survol rapide parce qu'on est quand même limité dans le temps, puis on veut prendre soin avec vous de regarder les mises en situation un petit peu plus tard, mais sont tous publiés sur le site Internet de la commission municipale. Quand vous allez dans la section enquête, vous avez un onglet qui vous mène rapidement à ces rapports-là, dont vous pouvez prendre connaissance de façon plus spécifique. Dans le dossier de la municipalité de Caplan, il s'agissait ici d'une mairesse qui effectuait finalement l'ensemble des tâches ou presque qui incombaient normalement à la direction générale. Il y avait même eu une rémunération additionnelle qui avait été accordée à la mairesse pour reconnaître sa contribution. Donc, essentiellement, ce qui était démontré, c'est que la mairesse conseillait les employés sur la façon d'effectuer leur travail, les aidait dans l'exécution quotidienne de leurs tâches, administrait les ressources humaines, les congés des employés, conventions de travail, suivi des embauches. Elle prenait en charge des projets que les employés n'étaient pas en mesure d'accomplir parce qu'il y avait une situation de surplus de travail, planifiait le travail avec le directeur des travaux publics, faisait l'affichage d'avis publics. Bref, la mairesse était essentiellement devenue, dans les faits, la directrice générale et ce qui a été déterminé, c'est qu'en agissant de la sorte, elle avait excédé le mandat qui lui était confié par le code municipal et se plaçait désormais dans une situation d'exécutante. Donc, il y a eu ici des recommandations en lien avec des conduites qui correspondaient à un acte répréhensible au sens de la loi. Notre-Dame-de-la-Salette concerne le maire d'une municipalité intervenu dans un processus de délivrance des permis. Alors, il donnait des directives aux fonctionnaires qui étaient chargés de l'application de la réglementation. Également, il s'était approprié la gestion complète d'un dossier qui touchait la rénovation d'un immeuble. Donc, il avait fait les démarches lui-même pour l'obtention des subventions. Il supervisait le chantier et les travaux. Il avait même fait l'achat de biens et de matériaux qu'il s'était fait rembourser sans même passer par une résolution du conseil. Alors, le pouvoir, évidemment, de surveillance et de contrôle du maire ne permettait pas d'exécuter les décisions du conseil et de se placer dans la position dans laquelle le maire s'était ici placé.
Dans Roquemaure, les conseillers s'ingéraient dans l'exécution de tâches qui devaient plutôt être effectuées par les fonctionnaires municipaux. On avait agi là, notamment dans le cadre de demandes de soumission et de surveillance dans un dossier de camping municipal. Sainte-Claire, c'est un conseiller qui intervenait de façon répétée auprès d'employés et de citoyens de la municipalité, à tel point que le rempart entre l'administration et le politique n'était pas respecté. Il y avait eu des discussions avec des fournisseurs de services dans lesquels il laissait croire qu'il agissait au nom de la municipalité. Bref, on était allé ici trop loin du côté du conseiller et encore une fois, un acte répréhensible il avait été retenu qu'il y avait un acte répréhensible envers l'organisme public. La municipalité du village de Godbout, donc en plus de s'impliquer dans les achats qui relevaient de la sphère normalement des fonctionnaires et des employés municipaux, le maire s'était impliqué dans le cadre de travaux d'asphaltage. Il avait fait de la supervision directe des travaux, donné des indications aux employés de la compagnie de pavage. Et également, on avait ici une conseillère qui s'était impliquée dans le cadre de travaux d'aménagement paysager et dans l'organisation d'événements pour le compte de la municipalité. Alors, on avait excédé ici le mandat confié par le Code municipal. Dans le dossier de Sainte-Monique, il y avait des situations où la mairesse, de sa propre initiative et avec l'aide d'élus, avait effectué des travaux d'asphaltage en raison d'un manque d'employés. Et dans le cas de Manchester, il s'agit d'une situation où, suivant une forme d'enjeu, de situation d'enjeu de performance perçue de la part de la directrice générale, on avait confié ces tâches à un tiers et on s'en était arrogé d'autres à titre de conseil. Et le dossier impliquait aussi la mise en place, comme Caroline en a parlé tantôt, de comités à la base censés être consultatifs, mais qui finalement allaient beaucoup plus loin que la cueillette d'informations et qui prenaient des décisions, par exemple, en matière de ressources humaines ou d'orientation de certains dossiers, donc qui allaient beaucoup plus loin que ce que la loi prévoit quant au rôle des conseillers dans une municipalité. Alors, ce sont tous des dossiers dans lesquels la commission d'actes répréhensibles a été retenue par la commission municipale. Alors maintenant, rapidement, voyons en ce qui concerne qu'est-ce qu'on fait quand on croit qu'un acte répréhensible est ou a été ou sera posé envers la municipalité. Bien, on divulgue l'information et on va le voir de façon plus particulière en ce qui concerne les divulgations. Bien, la loi prévoit pour permettre la divulgation, justement, on se souvient que c'est l'objet de la LF d'Arope, de favoriser la divulgation des actes répréhensibles. Donc, il y a des outils pour favoriser la protection des divulgateurs qui sont, par exemple, l'anonymat, la confidentialité du processus et la protection contre les représailles, c'est-à-dire que l'auteur de la divulgation ou une personne, par exemple, qui collabore à une enquête de la CMQ ne peut pas faire l'objet de représailles du fait qu'il a collaboré ou divulgué une situation potentiellement répréhensible. Donc, ce qui veut dire, par exemple, qu'on ne pourrait, la semaine prochaine, mettre à la porte un employé du fait qu'il a informé la commission municipale d'une situation problématique. Et là, je vous donne l'exemple le plus évident d'une représaille, mais évidemment, la représaille peut être plus subtile que ça. Et c'est la raison pour laquelle, quand on est en enquête, on va inviter les gens à nous informer de toute situation apparaissant problématique qui pourrait suivre la rencontre avec nous pour qu'on puisse, nous, à chaque fois, là, identifier la possibilité d'une représaille envers la personne. Maintenant, les pouvoirs de la commission, retenez que nous sommes en mesure, dans le cadre d'une enquête, d'exiger la production de documents ou encore d'assigner des personnes afin de les rencontrer sous réserve là, du secret professionnel. On n'entrera pas dans ces détails-là, mais sachez qu'il demeure qu'il y a une exception là, en lien avec le secret professionnel quant à l'obligation de fournir certains documents ou certaines informations.
Et qu'est-ce qui ressort maintenant d'une divulgation en matière d'actes répréhensibles? Eh bien, au bout du processus, ce que la commission va être appelée à faire, c'est potentiellement de produire un rapport dans lequel elle formulera toute recommandation jugée utile pour régulariser la situation. Et la commission municipale pourra également faire un suivi des mesures correctrices qui ont été prises pour donner suite aux recommandations. Donc, c'est à ce niveau-là que l'issue d'une situation de divulgation d'actes répréhensibles, normalement, va mener. Alors, je vous laisse encore une fois avec Caroline qui va vous parler du rôle particulier du directeur ou de la directrice générale face à l'ingérence. Merci, Kim. Donc oui, on l'a vu tout à l'heure, le directeur et la directrice générale doivent transmettre toute information susceptible de démontrer qu'il y a un acte répréhensible qui a été commis à l'égard de la municipalité. Et là, la question qui peut se poser en matière d'ingérence, qu'est-ce qu'on fait en situation d'ingérence? Première chose à faire, je retourne sur ce que j'ai dit tout à l'heure, bien important de ne pas abdiquer son rôle et de demeurer le rempart entre l'administration et le membre du conseil. La directrice générale, le directeur général doivent protéger les employés contre de l'ingérence. Donc, une bonne pratique pourrait être de rappeler les rôles et responsabilités de chacun, donc des élus et des fonctionnaires, pourrait être également de contrôler les communications entre les élus et les fonctionnaires, donc de demander idéalement que toute question d'élu passe par le directeur général, la directrice générale, qui pourra ensuite faire cheminer la question aux employés et revenir aux élus. Et dans un cas où il y a effectivement un acte qui est susceptible d'engendrer des conséquences sérieuses ou un préjudice réel à la municipalité, on peut transmettre le dossier, une divulgation à la DEPIM. Et lorsque ce n'est pas nécessairement facile de savoir est-ce que c'est un acte répréhensible ou non, est-ce que c'est une situation qui pourrait cadrer dans l'article 4 de la LF d'AROP, ce qu'on aura envie de vous dire, c'est que dans le doute, transmettez la divulgation lorsque vous êtes témoin d'une situation d'ingérence et c'est à nous finalement, on pourra analyser, on pourra faire l'analyse en 2 temps et déterminer s'il s'agit ou non d'un acte répréhensible. Donc, maintenant, les outils et les ressources, il y a les associations. Là, vous pouvez toujours vous adresser aux associations, le temps pour les fonctionnaires que pour les élus. La consultation des conseillers juridiques de la municipalité, de la ville pourrait également être une option envisageable. Lorsqu'il s'agit d'une question qui pourrait, d'un événement, d'une situation qui pourrait susceptible de contrevenir au code d'éthique et de la déontologie, un élu peut toujours consulter un conseiller à l'éthique. Rappelons également le rôle d'accompagnement des directions générales. Les directions générales du MAMACH offrent des séances d'information sur les rôles et responsabilités. Et en tout dernier, pas en tout dernier, là, mais on réitère également qu'en cas de doute, communiquez avec la DEPIM et nous, on pourra vous aider à cheminer dans ce pouvoir-là de transmettre toute information à la DEPIM susceptible de constituer un acte répréhensible. Alors, passons maintenant aux mises en situation. Excusez-moi, j'avais un petit souci technique. Donc, première mise en situation, vous verrez sous peu apparaître un sondage. Je vous la présente dans un premier temps. Ça va être, il va s'agir de se demander s'il s'agit d'une situation qui, selon vous, devrait être divulguée à la commission municipale, donc à la DEPIM. Vous êtes directeur ou directrice générale d'une municipalité et vous discutez un bon matin avec le technicien informatique. Au fil de la discussion, le technicien informatique vous informe qu'il a donné suite la semaine passée à une demande du maire qui lui a demandé de surveiller
l'utilisation de l'ordinateur du directeur des travaux publics. Alors, selon vous, est-ce qu'il s'agit d'une situation qui mériterait d'être divulguée? Donc, il est temps de répondre au sondage. Alors, j'ai une bonne tendance ici. Je vais mettre fin au sondage. Merci pour votre participation. Vous voyez ici que vous avez été 88 à répondre que oui, c'est une situation qui mériterait d'être divulguée. 10 me disent non, 3 nous disent qu'ils ne le savent pas. Donc, quand on regarde la forme d'analyse en deux temps qu'on vous a présentée, évidemment, dans un premier temps, la première question, c'est de se dire, est-ce qu'on est dans une situation ici potentielle d'ingérence? Donc, est-ce qu'un maire, une mairesse peut exiger de la part d'un technicien informatique de mettre en place des mesures pour surveiller l'utilisation de l'ordinateur du directeur des travaux publics? Eh bien, selon nous, il s'agit effectivement d'un cas où on n'est plus, en fait, on dépasse là, le pouvoir de contrôle et de surveillance du maire ou de la mairesse. Et donc, dans un deuxième temps, la question qui va être posée, c'est quels sont les impacts de cette situation pour la municipalité. Parfois, ce type de comportement-là aussi s'accompagne d'autres conduites antérieures de la part d'un élu qui sont dans le sens de l'ingérence. Donc, ça pourrait être des situations qui favorisent, je vous dirais, la divulgation de l'acte répréhensible. Caroline, je ne sais pas si tu désirais compléter sur cette question-là ou on passe à la mise en situation suivante. Ça me va. Alors, cas numéro 2, vous disposez de ressources limitées au sein de la municipalité. On est en période de l'envoi des comptes de taxes. La mairesse désire aider, s'installe dans un bureau et entreprend de préparer les envois. Est-ce que, selon vous, cette situation mériterait d'être divulguée? Ce ne sera pas long, je lance le sondage. Oh, les avis sont partagés. C'est très intéressant. J'ai hâte de vous partager ça. Bon, alors je pense qu'on a une tendance ici. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc, vous êtes 49 à être d'avis qu'on doit divulguer cette situation. Vous êtes 44 à dire non. Vous êtes 8 à dire je ne le sais pas. Bon, évidemment, quand on se pose la question des conséquences sérieuses, peut-être que cette situation-là a moins d'impact pour la municipalité, bien qu'elle constitue effectivement une situation d'ingérence. Donc, c'est peut-être à ce niveau qu'on s'inquiéterait un petit peu moins là, si c'est une situation qui est un cas d'espèce au sein de la municipalité. Mais encore là, à toutes les personnes qui ont répondu oui, je vous dirais qu'effectivement, on suit la ligne, que dans le doute, ça vaut toujours la peine de nous informer afin qu'on puisse nous-mêmes poser un regard sur la situation. Maintenant, passons à la mise en situation 3. Une vague de tâches déferle sur la municipalité. Hein, on sait que ça arrive. Plusieurs projets se mettent en branle en même temps. Dans un de ces projets-là, on doit acheter de nombreux matériaux. On a un directeur des travaux publics, un employé qui sont seuls, complètement débordés et clairement, ils n'y arriveront pas à y voir. Et le maire offre de prendre la carte de crédit de la municipalité et de procéder aux achats en se disant que de toute façon, les achats ont été autorisés. Qu'en pensez-vous? Est-ce une situation qui mérite d'être divulguée? Bon. On a une bonne tendance ici. Je vais mettre fin au sondage.
Donc, vous êtes 81 pardon, à penser qu'il y aurait lieu de divulguer la situation, 14 non, 5 de je ne sais pas. Bien, effectivement, là, on est placé dans la situation où on a comme un maire de bonne foi qui veut agir gentiment, mais il reste qu'en matière d'ingérence, on n'est pas du tout au bon endroit. Il n'appartient pas au maire là, de procéder à l'achat, particulièrement avec la carte de crédit. Malheureusement, le temps ne nous permettra pas aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait même faire probablement une bonne formation juste sur cette question-là là, de l'utilisation de la carte de crédit. Mais le maire n'est pas autorisé, évidemment, à engager des dépenses là, dans ce contexte là, pour la municipalité et au nom de la municipalité. Donc, je vous dirais, moi, je serais du type à la divulguer, cette situation-là. Caroline, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Toi aussi? Moi aussi, oui. Je serais du même avis de divulguer cette situation. Bon. Alors, passons maintenant au cas numéro 4. Question intéressante. Le maire est de retour d'un congrès, rencontre le directeur général et lui fait part de son enthousiasme au sujet d'un consultant qu'il a rencontré, consultant qui travaille en matière de climat de travail. En effet, à la municipalité, on vit actuellement des enjeux en matière de climat de travail et il avait été discuté lors de caucus de l'idée de faire un diagnostic de climat organisationnel et de mandater une firme à cet effet-là. Donc, le maire vous dit, pour être efficace, j'ai demandé une offre de service au consultant et sur réception de l'offre, je lui ai confirmé qu'on irait de l'avant avec la démarche. Je vais te transférer les courriels. Tu pourras maintenant prendre le dossier en charge. Alors, que pensez-vous de cette situation-là? S'agit-il d'un cas qui devrait être divulgué? Bien, alors, je mets fin au sondage. 94 des participants sont d'avis qu'il devrait y avoir une divulgation. Bon, évidemment, c'est sûr qu'on peut se demander des fois, bon, quelles sont les conséquences là, pour la municipalité, mais il y a aussi la question là-dedans des politiques qui existent aussi à l'intérieur de la municipalité. J'aurais été d'avis également de divulguer cette situation-là. On est dans un cas d'ingérence qui peut quand même on a quand même lié dans ce cas-là contractuellement la municipalité. Donc, Caroline, je ne sais pas si tu avais d'autres commentaires à faire là-dessus. On passe au cas suivant. Alors, le cas numéro 5, un citoyen bien en vue au sein de la municipalité procède à une demande de permis dans le but de procéder à l'agrandissement de son commerce. Le projet ne respecte pas la réglementation applicable, mais vous avez un conseiller très emballé par le projet qui consulte l'inspecteur municipal et tente de trouver avec lui de façon un petit peu insistante, d'aménager la demande pour que le permis soit délivré. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Là, je ne suis pas capable de lancer mon... Juste un petit instant. Bon, j'ai un petit souci de technique. On ne me permet pas de lancer mon fameux sondage. Je vais réessayer. Je vais le lancer si tu veux. Oui, parfait. Ça serait gentil. À la 5. Je suis encore au 4, pardon. Peut-être parce que les résultats de la mise en situation précédente n'ont pas été partagés, je ne sais pas, moi non plus, je ne parviens pas. Bon, parfait. Alors, on va tenter de faire ça. C'est parce que je pense que je n'avais pas arrêté le partage, effectivement. Ah, voilà. Merci, Isabelle. Donc, je pense qu'il ne fait pas de doute, même si on n'a pas complété là, pour tous les participants, qu'il y a une tendance importante avec 90 des gens qui, effectivement, là, puis je suis d'accord, divulgueraient cette situation. Je vais passer rapidement parce que je vois que le temps file à vive allure.
Donc, le cas numéro 6, depuis l'arrivée en poste de nouveaux conseillers lors des dernières élections, le Conseil a eu l'idée de mettre sur pied des comités qui se sont vus confier divers mandats en matière de ressources humaines, travaux publics, finances, communication. Mais là, depuis quelques semaines, il y a des conseillers qui procèdent à ce titre-là, de membres de comité, à des rencontres avec des employés de la municipalité, et ce, en l'absence de la direction générale. Donc, la mairesse et les conseillers sont même sous l'impression que puisqu'ils ont un mandat clair, étant membres de comité, ils sont autorisés à tenir les rencontres et selon eux, d'autant plus que les rencontres visent juste à avoir d'informations, puis ils disent on ne donne pas de directive, là, mais on rencontre les employés seuls. Est-ce que cette situation, à votre avis, pose problème? Je lance le sondage. C'est plus partagé ici. Donc, je vous dirais à peu près 68, bien, c'est pas à peu près, c'est assez clair, 68 c'est précis. Des gens nous disent que oui, ça devrait être divulgué. Quand même, vous êtes 23 à dire non, 9 ne savent pas. En fait, je vous dirais que normalement, les conseillers ne doivent pas rencontrer dans ce contexte-là les employés en l'absence de la directrice générale. C'est ce qu'on appellerait, je vous dirais, une situation à risque. Hein? Le comité n'a pas d'autre rôle que celui d'être consultatif et de s'informer. Donc, c'est sûr que quand on veille à rencontrer des employés en l'absence de la supérieure hiérarchique ou du supérieur hiérarchique, ça peut être problématique. Peut-être pas de là à divulguer immédiatement la situation, mais on pourrait vous dire qu'il s'agit ici d'une situation qui est à risque de débordement. Le cas numéro, il me manque un numéro 7. Oh, on a un petit, vous avez préparé une petite mise en situation concernant les représailles. Est-ce que Isabelle, à pied levé comme ça, tu es en mesure de nous la lire? Je pourrais lancer le sondage. J'ai un sondage. Oui, effectivement. Mais non, je ne l'ai pas. Et pourtant, nous l'avons. Alors, un petit instant, je vais regardez, on va le mettre comme ça. Au terme d'une audience publique, le tribunal, la commission conclut qu'un conseiller a contrevenu à son code d'éthique et lui impose une suspension de 90 jours. Et là, on parle de représailles. On est sorti là, de l'acte répréhensible. À la séance publique suivante, l'élu affirme que le maire et la directrice générale ont déposé la divulgation qui a mené à sa suspension. Et il prétend qu'ils auraient menti aux enquêteurs de la DEPIM. Est-ce que c'est un acte de représailles, à votre avis? Je vous laisse le temps de répondre. On est à un taux de participation de 50 %. Je vois des gens changer d'idée. Alors, je mets fin au sondage. Vous êtes 77 à penser qu'il s'agit d'un acte de représailles, 14 à dire que non. Et Caroline, je te laisse aller, 9 ne savent pas. Oui, en fait, il s'agit d'une situation, effectivement, d'un acte de représailles. Peut-être juste pour répondre, là, on n'en a pas vraiment parlé là, de la représaille, là, mais la définition qui a été donnée par le protecteur du citoyen, c'est toute mesure dommageable exercée contre une personne parce qu'elle a fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou une enquête liée à une telle divulgation. Donc, dans ce cas, vraisemblablement, là, c'était dommageable pour les personnes visées par le maire et le DG, là, qui étaient visées par l'acte de représailles. C'était vraiment, il y avait vraiment le lien, là, c'était lié, la représaille était liée au fait qu'il avait participé donc à l'enquête de la DEPIM. Donc, c'est effectivement une situation de représailles là, qui a été. Il y a des rapports aussi là, qui sont prévus, qui sont publiés là, sur le site de la commission en matière de représailles. Et cette mise en situation-là là, est issue là, du rapport concernant la municipalité de Canton-Uni de La Tulipe et Gaboury au sujet de représailles. Donc, vous pourrez aussi là, les consulter là, sur le site de la Commission municipale du Québec. Parfait, merci. Je pense qu'on arrive à la période de questions. Je ne veux pas vous précipiter, mais il est 10h29 et je ne voudrais pas finalement prendre plus de temps que ce qui était prévu. Merci à toutes les deux. On va poser toutefois quelques questions.
On m'a posé souvent cette question par courriel notamment. Vous allez recevoir cette présentation cet après-midi ou plus tard demain, mais vous allez tous la recevoir. À la demande, l'enregistrement peut vous être fourni, puisque certains me disaient qu'ils n'avaient pas pu se joindre à nous. Donc, faites-moi la demande et puis ça me fera plaisir de vous l'envoyer. Elle sera aussi disponible sur le site d'ici quelques semaines. Donc, quelques questions. Vous voyez entre vous, hein, Kim ou Caroline, qui y répond, notamment alors pour les pouvoirs du maire, le pouvoir de surveillance, d'investigation et de contrôle du maire. Est-ce que ça fait en sorte qu'on doit fournir tous les documents demandés, même ceux qui contiennent des informations confidentielles et personnelles sur les employés? Une autre qui est dans la même veine, par ce pouvoir, le maire peut-il accéder à des informations confidentielles, par exemple le nom d'un plaignant dans une situation de conflit ressources humaines? J'ai commencé à répondre à certaines des questions, là, mais j'ai manqué de temps. Là. Mais effectivement, de manière générale, en principe, le maire peut avoir accès à de l'information confidentielle dans le cadre de son pouvoir de contrôle et de surveillance, mais de manière générale, mais attention, donc si c'est lui qui est visé par une plainte, dans ce cas-là, non. Et il faudrait voir aussi, là, vous le savez, là, il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir. Il faudrait voir aussi pour peut-être la question d'intention, il y a peut-être une situation particulière là, qui est reliée à ça, mais en principe, effectivement, il peut avoir accès, lui, à des informations confidentielles. D'accord, merci. Je reste sur le cas mettons, dans un cas où un maire est problématique et que le directeur général l'est également. Qui devient le point de contact de la municipalité en cas de divulgation? En fait, peut-être juste, je saisis mal la question, là, mais c'est certain que le directeur ou la directrice générale va toujours être informé là, du résultat d'une enquête là, de la DEPIM. Mais là, je ne comprends pas le point de contact. Oui, peut-être pas si clair. Peut-être en venir, puisque tu as parlé du suivi qu'on faisait lorsqu'il y avait enquête. Peu importe sa conclusion, est-ce qu'un suivi est fait auprès de la municipalité pour l'informer justement de la continuité ou de l'arrêt de l'enquête? Faire attention, là, lorsqu'il y a conclusion ou pas, je te laisse répondre à cette question. Oui, il y a le suivi, oui, dans le fond, lorsque le dossier est fermé ou lorsque le dossier passe à une autre étape, il y a un courriel automatique qui est transmis au directeur général, à la directrice générale, ou lorsqu'il est visé, il est transmis au maire ou à la mairesse. Donc, il y a un lien transmis là, qui dit, bon, le dossier a été fermé ou le dossier est passé en juridictionnel, par exemple. D'accord. Écoutez, il y a beaucoup de questions sur les comités. Je pense que pour la plupart, on y répondra par écrit un peu plus tard parce que ça rentre peut-être dans des cas particuliers où, vu le temps, j'en pose une, les directeurs généraux ne peuvent pas assister à tous les comités pour les plus grandes villes. Dans l'exemple précédent, donc celui qu'on a montré, est-ce que c'est bon si un directeur de service assiste au comité? Peut-être des règles. Je sais que dans les plus grandes municipalités, ça se pose différemment, là, la question des comités. Là, effectivement, le directeur ou la directrice générale ne peut pas assister à l'ensemble des rencontres avec les employés. Là, et j'ai compris qu'il y a effectivement souvent une personne en autorité quand même qui est présente à ces rencontres-là, ou à tout le moins qui est informée de la tenue des rencontres et de l'objet des discussions qui s'y tiendront. Là. Donc, c'est pour ça qu'on l'a présenté comme une situation à risque, c'est-à-dire qu'il faut, si on désire faire des rencontres en l'absence de la directrice ou du directeur général, à tout le moins l'informer, s'assurer qu'on a une personne qui est en autorité ou qui est au courant là, de la nature des discussions qui auront lieu, puis qu'on a un agenda là, prédéfini, tout simplement. D'accord. Je vais faire beaucoup de déçus, mais on ne répondra pas à toutes les questions qui nous parviennent. On y répondra forcément par écrit, soyez-en certains, dès cet après-midi. Vu l'heure, donc on vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été aussi nombreux à ce webinaire. Vous nous demandez d'ailleurs si on en donne d'autres dans les milieux, donc on y répondra. À la fermeture de ce webinaire, un petit sondage en fait vous sera proposé, 2-3 questions, juste pour nous améliorer. Ce serait vraiment très apprécié que vous y répondiez. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et merci à nos deux conférencières, Maître Roberge et Rivard. Très bonne journée à vous.